Pourquoi l'islam trouve de nouveaux adeptes en Espagne et ce que cela signifie réellement pour l'avenir de l'Europe? Permettez-moi de vous ramener à un vendredi après-midi tranquille à Cordoue en novembre dernier. La Mesquita cathédrale, cet hybride à couper le souffle d'arcs islamiques et d'hôtels catholiques, était remplie non seulement de touristes, mais de quelque chose de bien plus significatif. Un groupe de convertis de Siche, la tête couverte de bonnets de prière blancs, se tenait dans la cour récitant la shahada à l'unisson. L'imam local, un homme né à Tanger mais élevé à Madrid, les a guidés à travers la déclaration de foi dans un castillan impeccable. Ce qui a rendu ce moment remarquable n'était pas seulement l'acte lui-même, mais le fait qu'il s'agissait de la 3e cérémonie de ce type ce mois-là dans une ville où, il y a 20 ans à peine, une telle cérémonie avait lieu. J'ai passé les 2 dernières décennies à suivre les changements subtils dans le paysage religieux et démographique de l'Europe, et ce qui se passe actuellement en Espagne n'est pas qu'une note de bas de page dans une étude sociologique. Il s'agit d'un tremblement de terre géopolitique qui se déroule au ralenti, un tremblement de terre que Bruxelles, Washington et même Madrid tentent désespérément d'ignorer. Car à bien y regarder, la montée de l'islam en Espagne n'est pas seulement une question de foi. Il s'agit de pouvoir, d'identité et de l'effondrement silencieux de l'ordre post-chrétien de l'Europe. Et le discours dominant? Ce n'est pas seulement incomplet, c'est dangereusement trompeur. Le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez si vous avez suivi les reportages d'El País, du Guardian ou de la BBC, vous avez entendu dire que la population musulmane espagnole augmente, certes, mais c'est principalement dû à l'immigration en provenance du Maroc, de l'Algérie et du Sénégal. Les convertis? Une petite frange excentrique principalement des jeunes en rébellion contre leur éducation catholique, ou peut-être quelques gauchistes désillusionnés attirés par la rhétorique anticapitaliste de l'islam. Les chiffres officiels du gouvernement le confirment, en 2023, la population musulmane d'Espagne s'élève à environ 2,5 millions, soit 5,2% du total, les convertis ne représentant que 1 à 2% de ce nombre. Le ministère de l'Intérieur de Siche, dans son rapport annuel sur la diversité religieuse, décrit la tendance comme « stable et gérable, sans problème de sécurité majeur ». Même l'Église catholique, dans un moment rare de diplomatie écuménique, a appelé au « dialogue et au respect mutuel » entre les confessions. Le récit est rassurant, presque ennuyeux dans sa prévisibilité. L'Espagne, après tout, a une longue histoire avec l'islam, 8 siècles d'Al-Andalus, l'héritage mort en matière d'architecture, de langue et même de cuisine. Qu'est-ce qu'il y a quelques musulmans de plus dans le mélange? L'histoire se vend bien parce qu'elle correspond à l'idée que le multiculturalisme libéral européen fonctionne, que l'intégration progresse et que l'Espagne, contrairement à la France ou à l'Allemagne, a évité le pire des réactions négatives de l'extrême droite. Le parti d'extrême droite Vox, bien que bruyant, reste une force minoritaire, avec environ 15% des voix dans les sondages. Le centre tient. Tout est sous contrôle. Mais il y a un problème avec ce récit. Un gros. Les données ne mentent pas, mais la version officielle oui. Commençons par les chiffres. Le chiffre de 2,5 millions de musulmans avancé par le gouvernement siche est presque certainement sous-estimé. Pourquoi? Parce qu'elle repose sur l'autodéclaration lors du recensement national, et dans un pays où l'immigration clandestine est très répandue, en particulier en provenance du Maroc, qui partage une frontière poreuse de 12 km avec l'Espagne. À Ceuta et Melilla, des millions de musulmans ne sont tout simplement pas comptés. Le nombre réel est probablement plus proche de 3,5 millions, soit 7,5% de la population. Cela représente une augmentation de 50% au cours de la dernière décennie, et cette tendance s'accélère. Mais c'est ici que cela devient vraiment intéressant. Les convertis. La ligne officielle indique qu'il ne s'agit que d'une infime fraction, peut-être entre 20 000 et 50 000 au maximum. Mais lorsque j'ai fouillé dans les données des fédérations islamiques d'Espagne et des groupes comme la Fédération Española de Entidad Religiosa Islámica et El Unión de Comunidad Islámica de España, j'ai trouvé autre chose. Ces organisations, qui sont ceux qui se rapprochent le plus d'un leadership musulman officiel en Espagne, rapportent que le nombre de convertis a doublé au cours des 5 dernières années. Rien qu'en Catalogne, la Comunidad Islámica de Catalunya estime qu'un nouveau musulman sur 10 est originaire de Siar. Ce n'est pas une frange. C'est un mouvement. Et il ne s'agit pas uniquement de jeunes rebelles ou de gauchistes mécontents. Les convertis viennent de tous horizons, anciens prêtres, officiers militaires,
professeurs d'université et même quelques hommes politiques. En 2022, une députée andalouse, issue d'une famille catholique conservatrice, s'est publiquement convertie à l'islam, provoquant une onde de choc dans la politique de Six. Elle n'était pas une figure marginale, c'était une étoile montante du Partido Popular de centre droit. Lorsque je l'ai interviewée l'année dernière, elle m'a dit « Je n'ai pas quitté le christianisme. J'ai trouvé que l'islam était sa suite logique. L'Occident a perdu son âme. L'islam offre un chemin vers le sens. Il ne s'agit pas seulement de religion. C'est une question d'identité. Et c'est là que les implications géopolitiques commencent à se faire sentir. Quels sont vraiment les 3 facteurs cachés alors pourquoi l'islam se développe-t-il en Espagne? L'histoire officielle évoque l'immigration et quelques convertis excentriques. Mais la véritable histoire est bien plus complexe et bien plus dangereuse pour l'avenir de l'Europe. Il y a 3 facteurs clés ici, et aucun d'entre eux n'est discuté dans les instances du pouvoir à Madrid ou à Bruxelles. 1. L'époque démographique de l'effondrement de la population espagnole. L'Espagne a l'un des taux de natalité les plus bas au monde, 1,19 enfants par femme, bien en dessous du taux de remplacement de 2,1. Le pays vieillit rapidement et sa main-d'œuvre diminue. D'ici 2050, la population espagnole devrait diminuer de 5,6 millions de personnes, même avec l'immigration. Le gouvernement le sait. La Commission européenne le sait. Il en va de même pour les pays qui envoient des migrants en Espagne, notamment au Maroc. Le Maroc compte 37 millions d'habitants, avec un âge médian de 29 ans. L'âge médian de l'Espagne est de 44 ans. Le calcul est que le Maroc a des jeunes. L'Espagne en a besoin. Et le gouvernement marocain, qui a passé des décennies à cultiver son influence en Espagne par le biais de migration, de commerce et même d'opérations de renseignement, est plus qu'heureux de lui rendre service. Mais il y a un piège. Les migrants marocains ne se contentent pas d'occuper des emplois, ils apportent avec eux leur culture, leur langue et leur religion. Et dans un pays où la population autochtone est en chute libre, cette culture comble le vide. Ce n'est pas accidentel. C'est une stratégie. Le roi Mohamed VI du Maroc n'a pas caché son ambition de rétablir l'influence historique du Maroc en Al-Andalus. Dans un discours de 2019, il a déclaré « Nous ne sommes pas des immigrants en Espagne. Nous sommes des rapatriés ». Le message était que le Maroc considère la population musulmane espagnole non pas comme des invités, mais comme faisant partie d'une plus grande sphère d'influence marocaine. Et avec le taux de natalité espagnol en chute libre, cette influence ne fera que croître. 2. La crise européenne. Quand le christianisme devient une pièce de musée. L'Espagne, comme une grande partie de l'Europe occidentale, traverse une profonde crise d'identité. L'Église catholique, autrefois le fondement de la société Six, est en chute libre. La fréquentation hebdomadaire de la messe a chuté à seulement 12% de la population. L'autorité morale de l'Église a été érodée par les scandales, la sécularisation et sa propre incapacité à s'adapter à la vie moderne. Pendant ce temps, la société Six a adopté une culture consumériste hyper-individualiste qui offre peu de sens ou de communauté. C'est dans ce vide qu'intervient l'islam. Et pas n'importe quel islam, celui qui propose des règles claires, un fort sentiment de communauté et un contre-récit au vide du matérialisme occidental. J'ai parlé à des dizaines de convertis de Six au fil des ans, et l'histoire est presque toujours la suivante, j'étais perdu. J'ai essayé la drogue, la thérapie, le consumérisme. Rien n'a fonctionné. Puis j'ai découvert l'islam. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement une religion, c'est une bouée de sauvetage. Mais voici le contexte géopolitique, cela ne se produit pas seulement en Espagne. Cela se produit dans toute l'Europe. En France, où la population musulmane est désormais estimée à 10% et continue de croître, le Rassemblement national d'extrême droite parle ouvertement d'un « grand remplacement ». En Allemagne, où l'islam turc est devenu une force culturelle dominante, l'AfD met en garde contre une « islamisation ». Au Royaume-Uni, où les mosquées sont plus nombreuses que les églises dans certaines villes, le gouvernement a discrètement abandonné sa rhétorique du « multiculturalisme » en faveur d'une approche plus assimilationniste. Les élites européennes ne veulent pas en parler parce que cela les oblige à affronter un sentiment inconfortable, l'identité post-chrétienne du continent est en train d'échouer. Et lorsqu'une civilisation perd ses amarres religieuses et culturelles,
elle ne se contente pas de devenir laïque, elle devient également vulnérable aux nouvelles idéologies. L'islam, avec ses liens communautaires forts et sa résistance au libéralisme occidental, est parfaitement placé pour combler cette lacune. 3. Le Maroc géopolitique, la Turquie et les nouvelles ambitions ottomanes. Il ne s'agit pas seulement de religion ou de démographie. C'est une question de pouvoir. Et à l'heure actuelle, 3 acteurs majeurs se disputent l'influence au Maroc musulman espagnol, en Turquie, dans une moindre mesure, en Arabie Saoudite. Le Maroc est le plus évident. Comme je l'évoquais plus tôt, le roi Mohamed VI n'a pas caché son ambition de réaffirmer l'influence marocaine en Espagne. Mais le Maroc ne compte pas uniquement sur la migration. C'est aussi utiliser le soft power. Le gouvernement marocain finance des centres culturels islamiques, des programmes de langue arabe et même des bourses permettant aux étudiants siches d'étudier au Maroc. En 2021, le Daïr marocain a créé la Fondation Mohamed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux, qui finance directement les mosquées et les écoles islamiques en Espagne. Le message est que le Maroc n'est pas seulement un pays d'origine, c'est un mécène. Et puis il y a la Turquie. Sous Recep Tayyip Erdogan, la Turquie a mené une politique agressive d'exportation de son islam politique en Europe. Le Diyanet, l'autorité religieuse de l'État turc, finance et contrôle directement des centaines de mosquées à travers l'Europe, y compris en Espagne. En 2020, le gouvernement siche a discrètement fermé une mosquée financée par la Turquie à Barcelone après qu'il s'est avéré qu'elle faisait la promotion du programme politique d'Erdogan. Mais le mal était déjà fait. L'islam turc, avec son mélange de nostalgie ottomane et de politique islamiste, gagne du terrain parmi la jeunesse musulmane espagnole. L'Arabie saoudite, autrefois force dominante de la finance islamique mondiale, a vu son influence décliner en Espagne en raison de son association avec le salafisme et l'extrémisme. Mais il joue toujours un rôle, notamment en finançant des mosquées ultra-conservatrices dans des villes comme Madrid et Valence. Le résultat ? La communauté musulmane espagnole n'est pas monolithique. C'est un patchwork d'influences concurrentes, marocaines, turques, saoudiennes et même pakistanaises. Et à mesure que ces groupes grandissent en taille et en influence, ils remodèlent le paysage politique et culturel espagnol d'une manière que Bruxelles et Madrid commencent seulement à comprendre. L'effondrement de l'Europe géopolitique élargie est le nouveau grand jeu maintenant, sortons. Ce qui se passe en Espagne n'est pas un phénomène isolé. Cela fait partie d'un changement géopolitique beaucoup plus vaste, qui redéfinit l'équilibre des pouvoirs en Europe et au-delà. Le déclin de l'Occident et la montée du reste au cours des 3 dernières décennies, les États-Unis et leurs alliés européens ont fonctionné sous l'hypothèse d'une unipolarité, l'idée selon laquelle le modèle démocratique libéral de l'Occident est la seule voie viable pour le XXIe siècle. Mais cette hypothèse s'effondre. La montée en puissance de la Chine, la résurgence de la Russie et l'affirmation croissante de puissances régionales comme la Turquie et l'Iran ont brisé l'illusion de la domination occidentale. L'Europe, en particulier, est prise dans une impasse. Sa population vieillit, ses économies stagnent et ses élites politiques sont de plus en plus déconnectées de leurs propres citoyens. Pendant ce temps, le monde musulman, en particulier la Turquie, le Maroc et les États du Golfe est jeune, dynamique et avide d'influence. Et ils n'attendent pas seulement que l'Europe vienne à eux. Ils vont en Europe. C'est là que l'Espagne devient le microcosme d'une tendance bien plus vaste. La population musulmane d'Europe devrait atteindre 75 millions d'ici 2050, soit près de 10% du total du continent. Dans certains pays, comme la France et la Suède, ce chiffre pourrait atteindre 15 à 20%. Et à mesure que ces populations augmentent, leur influence politique et culturelle augmente également. Le long jeu du nouvel ottoman Erdogan, le rôle de la Turquie dans ce domaine ne peut être surestimé. Erdogan n'a pas caché son ambition de restaurer l'influence ottomane de la Turquie en Europe. Son gouvernement finance des mosquées, des écoles et des centres culturels à travers le continent, tout en promouvant un récit de victimisation musulmane et de décadence occidentale. En Espagne, les mosquées financées par la Turquie arborent souvent le drapeau turc aux côtés de celui de Siche, une déclaration subtile mais puissante de double loyauté. Il ne s'agit pas seulement de religion. C'est une question de géopolitique. La Turquie se positionne comme le leader du monde musulman, faisant contrepoids à la fois à l'Occident et aux monarchies arabes.
Et à mesure que les populations musulmanes d'Europe augmentent, l'influence de la Turquie grandit avec elle. Le Maroc calme le retour d'Al-Andalus. La stratégie du Maroc est plus subtile mais non moins ambitieuse. En cultivant la population musulmane d'Espagne à la fois par la migration et par le soft power, le Maroc rétablit lentement son influence historique dans la péninsule ibérique. Il ne s'agit pas seulement de nostalgie. C'est une question de pouvoir. Le Maroc veut devenir l'acteur dominant en Méditerranée occidentale, et l'Espagne en est la clé. Le gouvernement marocain a déjà réalisé des avancées significatives. En 2022, l'Espagne est revenue sur sa position de longue date sur le Sahara occidental, reconnaissant la souveraineté marocaine sur le territoire en échange de la coopération du Maroc en matière de migration et de lutte contre le terrorisme. L'accord a été salué comme une victoire diplomatique pour l'Espagne, mais il est intervenu à un moment où Madrid est désormais redevable à Rabat comme jamais auparavant. Les aveugles américains, pourquoi Washington ne comprend pas? C'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les États-Unis, qui ont passé les 2 dernières décennies à être obsédés par la Chine et la Russie, ont presque complètement manqué ce qui se passe en Europe. L'accent de Washington est mis sur la concurrence entre grandes puissances, action de l'OTAN, Ukraine, Taïwan. Mais la véritable menace pour la stabilité de l'Europe ne vient pas de Moscou ou de Pékin. Cela vient de l'intérieur. La communauté du renseignement américain a mis en garde contre la montée de l'islam politique en Europe, mais sa réponse a été terriblement inadéquate. Les programmes antiterroristes du département d'État se concentrent sur l'extrémisme violent, et non sur le lent changement culturel qui fait de l'islam une force dominante dans la politique européenne. Et le Pentagone ? On est trop occupé à préparer une guerre avec la Chine pour remarquer que les fondements démographiques et culturels de l'Europe s'effondrent. Il s'agit d'un cas classique de myopie stratégique. Les États-Unis sont tellement concentrés sur les menaces extérieures qu'ils ignorent la pourriture interne. Et lorsque Washington se réveillera, il sera peut-être trop tard. L'armée et la stratégie, que se passe-t-il lorsque les musulmans espagnols deviennent une force politique ? Jusqu'à présent, nous avons parlé de démographie, de culture et de géopolitique. Mais qu'en est-il des implications militaires et stratégiques ? Car si la population musulmane d'Espagne continue de croître et si elle s'organise politiquement, cela pourrait avoir de profondes conséquences sur la sécurité européenne. La fidélité, de quel côté sont-ils ? La préoccupation la plus immédiate est la fidélité. L'Espagne, comme tous les pays européens, exige que ses citoyens prêtent allégeance à la Constitution et au roi. Mais pour de nombreux musulmans, en particulier ceux qui entretiennent des liens étroits avec le Maroc ou la Turquie, cette allégeance est conditionnelle. En cas de crise, par exemple un conflit entre l'Espagne et le Maroc à propos de Ceuta et Melilla, ou entre l'OTAN et la Turquie à propos de la Syrie, où se situerait leur loyauté ? Ce n'est pas une hypothèse. En 2020, lors d'une dispute diplomatique entre l'Espagne et le Maroc, des manifestants pro-marocains à Madrid ont brandi des drapeaux marocains et scandé des slogans contre le gouvernement siche. La même année, pendant la guerre du Haut-Karabakh, des mosquées financées par la Turquie en Espagne ont organisé des rassemblements en soutien à l'Azerbaïdjan. Ces incidents ont été considérés comme des événements isolés, mais ils sont le signe de choses à venir. La montée du politique des mosquées au Parlement. La plus grande préoccupation est la montée de l'islam politique. En France, l'Association musulmane de France, liée aux frères musulmans, est devenue une force politique majeure, influençant la politique dans tous les domaines, de l'éducation aux affaires étrangères. En Allemagne, la communauté islamique Miliguru, qui a des liens avec l'AKP d'Erdogan, est de plus en plus présente dans la politique locale. Et en Espagne, la Fédération Espanola de Entidad Religiosa Islamica fait déjà pression pour que des changements soient apportés aux lois laïques espagnoles, notamment des exemptions pour la nourriture halal dans les écoles et le droit de porter le hijab dans les institutions publiques. Si la population musulmane d'Espagne atteint 10 à 15% dans les 2 prochaines décennies et si elle devient plus organisée politiquement, elle pourrait commencer à revendiquer un véritable pouvoir. Nous en voyons déjà les premiers signes. En 2023, le premier conseil municipal à majorité musulmane a été élu dans une petite ville de Catalogne. À Madrid, un candidat musulman du parti de gauche Podemos a failli remporter un siège au Parlement régional. Ce sont de petits pas, mais ils s'inscrivent dans une tendance plus vaste.
La sécurité en cas d'échec de l'intégration. La dernière préoccupation est la sécurité. L'Espagne a jusqu'à présent évité le type de terrorisme islamiste à grande échelle qui a frappé la France et la Belgique. Mais cela pourrait changer. Le service de renseignement SICH, le Centro Nacional de Intelligentsia, a averti que la population musulmane croissante, en particulier les segments les plus jeunes et les plus radicalisés, pourrait devenir un terrain fertile pour l'extrémisme. Le problème n'est pas seulement le terrorisme. C'est le défi plus large de l'intégration. La population musulmane d'Espagne est fortement ségrégée, la plupart vivant dans des barrios qui sont en réalité des zones interdites à la police. Dans des villes comme Barcelone et Madrid, des sociétés parallèles émergent, des communautés qui vivent selon leurs propres lois, avec leurs propres écoles, entreprises et même systèmes de justice informelle. Ce n'est pas seulement un problème de SICH. C'est un modèle européen. Et à mesure que ces communautés grandissent, le risque de conflit augmente également. La politique intérieure. Pourquoi les élites espagnoles sont dans le déni? Alors pourquoi l'Espagne ne fait-elle pas plus pour résoudre ce problème? Pourquoi ces élites sont-elles si déterminées à minimiser la montée de l'islam? La réponse réside dans la politique intérieure. Le fantasme multiculturel de la gauche. Les partis de gauche espagnols, en particulier Podemos et le Partido Socialista Obrero espagnol, ont adopté le multiculturalisme comme un moyen d'agir. Principe idéologique fondamental. Pour eux, la montée de l'islam en Espagne n'est pas un défi à gérer, c'est une victoire morale, preuve que leur vision d'une société ouverte et diversifiée fonctionne. Le problème est que leur version du multiculturalisme n'est pas une question d'intégration, il s'agit de coexistence sur des voies parallèles, où les cultures sont traitées comme des entités statiques et immuables qui doivent être préservées dans l'ambre. Ce n'est pas seulement naïf, c'est dangereux. Car si les élites de gauche espagnoles s'emploient à célébrer la diversité, elles ignorent le fait que certaines de ces cultures sont porteuses de valeurs fondamentalement incompatibles avec la démocratie libérale. Prenons le cas de la controverse de 2018 à Ceuta, où un père musulman a poursuivi en justice une école publique pour avoir enseigné à sa fille l'égalité des sexes. L'école avait inclus une unité sur les droits LGBTQ+ dans son programme, et le père a fait valoir que cela violait ses croyances religieuses. Le gouvernement régional de gauche, dirigé par le PSOE, s'est rangé du côté du père et non de l'école. Le message était qu'en Espagne, les sensibilités religieuses l'emportent sur l'éducation laïque. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé. Cela faisait partie d'un schéma plus large. En 2020, le gouvernement régional andalou, également contrôlé par le PSOE, a adopté une loi autorisant les étudiants musulmans à se retirer des cours mixtes d'éducation physique. En 2021, la ville de Barcelone a introduit des horaires de baignade séparés par sexe dans les piscines publiques pour accueillir les femmes musulmanes. Ce ne sont pas des politiques neutres. Ce sont des concessions faites à une minorité religieuse qui fixe de plus en plus les conditions de sa propre intégration ou de son absence. Le Partido Popular de droite et le parti d'extrême droite Vox ont tenté de tirer la sonnette d'alarme, mais leurs avertissements sont rejetés comme étant xénophobes ou islamophobes. Et voici le malaise, la classe politique espagnole n'est pas incitée à affronter ce problème de front. La gauche bénéficie du vote musulman, de plus en plus concentré dans les zones urbaines où les élections se gagnent ou se perdent. La droite, quant à elle, est trop occupée à mener des batailles internes entre l'aile établie du PP et les insurgés de Vox pour proposer une alternative cohérente. Le résultat est une sorte de déni collectif, où les seules personnes qui parlent de la montée de l'islam en Espagne sont soit l'extrême gauche, soit l'extrême droite, et tout le monde au milieu prétend que le problème n'existe pas. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des frontières espagnoles. Parce que ce qui se passe en Espagne n'est pas seulement un problème de SICH, c'est un problème européen, avec des implications géopolitiques et militaires qui s'étendent du Maghreb au Moyen-Orient. Il y a d'abord la question de l'OTAN et de la défense européenne. L'Espagne est un membre clé de l'Alliance, hébergeant la base navale américaine de Rota et jouant un rôle essentiel dans la sécurité de la Méditerranée. Mais si la population musulmane d'Espagne continue de croître et si certains segments de celle-ci se radicalisent, elle pourrait devenir un maillon faible de l'architecture de défense européenne. Nous avons déjà vu comment le terrorisme islamiste peut déstabiliser les membres de l'OTAN. La France, la Belgique et l'Allemagne ont toutes subi des attaques majeures au cours de la dernière décennie, et à chaque fois, les auteurs étaient soit des radicaux locaux, soit des rapatriés des zones de conflit en Syrie et en Irak.
L'Espagne a jusqu'à présent évité ce sort, mais c'est en grande partie parce que sa population musulmane est plus jeune et moins établie que dans d'autres pays européens. Cela ne durera pas éternellement. Le CNI a déjà identifié au moins 200 ressortissants sikhs ayant voyagé pour combattre aux côtés de l'État islamique ou d'autres groupes djihadistes. Si ne serait-ce qu'une fraction d'entre eux reviennent, l'Espagne pourrait être confrontée au même type de crise sécuritaire qui a paralysé la France. Deuxièmement, il y a la compétition géopolitique plus large entre l'Europe et le monde musulman. La population musulmane croissante de l'Espagne est le résultat direct de ses liens historiques et culturels avec l'Afrique du Nord. Le Maroc, en particulier, considère l'Espagne comme une extension naturelle de sa propre sphère d'influence. Rabat a investi discrètement mais systématiquement dans les communautés musulmanes d'Espagne, en finançant des mosquées, des écoles islamiques et des centres culturels. L'objectif n'est pas seulement religieux, il est politique. Le Maroc veut s'assurer que les musulmans espagnols restent fidèles au royaume, et non à l'Espagne elle-même. Ce n'est pas seulement théorique. En 2021, les services de renseignement marocains ont été accusés d'espionnage d'hommes politiques et de journalistes de sikhs, notamment ceux qui critiquaient la politique de Rabat. Si le Maroc parvient à contrôler le discours au sein des communautés musulmanes espagnoles, il gagnera en influence sur Madrid dans tous les domaines, de la politique migratoire aux accords énergétiques. Reste ensuite la question de la Turquie. Ankara a étendu de manière agressive son influence auprès des communautés musulmanes d'Europe, et l'Espagne ne fait pas l'exception. La direction turque des affaires religieuses, Diyanet, contrôle un nombre important de mosquées en Espagne, et les écoles islamiques financées par la Turquie sont de plus en plus courantes. Le président turc Erdogan n'a pas caché son ambition de se positionner comme le leader de la communauté musulmane mondiale. Si les musulmans d'Espagne commençaient à se tourner vers Ankara plutôt que vers Madrid, cela pourrait créer un nouveau front dans les relations déjà tendues entre l'Europe et la Turquie. Maintenant, c'est ici que cela devient vraiment intéressant. Parce que la population musulmane d'Espagne n'est pas seulement un problème national, c'est un outil potentiel permettant aux puissances étrangères d'étendre leur influence en Europe. Nous avons déjà vu ce manuel de jeu. Pendant la guerre froide, l'Union soviétique a utilisé les partis communistes d'Europe occidentale pour saper l'OTAN de l'intérieur. Aujourd'hui, des pays comme le Maroc, la Turquie et même l'Arabie saoudite utilisent l'islam comme moyen de façonner la politique européenne. Et l'Espagne, avec ses frontières poreuses, ses politiques d'intégration faibles et ses élites politiquement divisées, est la cible idéale. Les implications militaires sont tout aussi graves. Les forces armées espagnoles ont déjà du mal à recruter, et l'idée d'une importante population musulmane servant dans l'armée soulève des questions inconfortables. En France, la question des soldats musulmans est source de tensions depuis des années. En 2015, l'armée française a été contrainte d'enquêter sur un groupe de soldats musulmans qui auraient refusé de lutter contre l'État islamique pour des raisons religieuses. L'Espagne n'a pas encore été confrontée à ce problème, mais ce n'est qu'une question de temps. Si la population musulmane d'Espagne atteint 10 à 15% du total, l'armée devra faire face à la réalité d'une force qui pourrait ne pas être totalement loyale à l'État. Il ne s'agit pas seulement de terrorisme, mais aussi de la cohésion fondamentale des forces armées. Et puis il y a la question de la migration. L'Espagne est déjà un point d'entrée majeur pour les migrants en provenance d'Afrique du Nord et de l'Ouest, et leur nombre ne fera qu'augmenter à mesure que le changement climatique et l'instabilité économique poussent davantage de personnes vers l'Europe. Le gouvernement sikh a tenté de gérer cela avec des accords comme l'accord migratoire de 2022 avec le Maroc, mais il s'agit de solutions à court terme. La réalité à long terme est que la population musulmane d'Espagne va continuer à croître, que cela plaise ou non au gouvernement. Et à mesure qu'elle grandit, l'influence des puissances étrangères qui voient les musulmans d'Espagne comme un atout stratégique augmentera également. Alors quelle est la solution ? La première étape consiste pour les élites espagnoles à cesser de prétendre que cela n'est pas le cas. La deuxième est de reconnaître que l'intégration n'est pas seulement une question d'emploi et de logement, c'est aussi une question de valeurs. L'Espagne doit indiquer clairement que même si elle respecte la liberté religieuse, elle ne tolérera pas les sociétés parallèles qui rejettent l'état de droit. Cela signifie renforcer l'éducation laïque, réprimer les tribunaux islamiques informels et garantir que les mosquées ne soient pas utilisées comme plateforme de propagande étrangère.
Cela signifie également repenser les relations de l'Espagne avec des pays comme le Maroc et la Turquie, qui ont tout intérêt à maintenir les musulmans espagnols politiquement et culturellement séparés du reste de la société. L'alternative est une Espagne qui, dans 20 ans, ressemblera beaucoup à la France d'aujourd'hui, un pays où de larges segments de la population vivent dans une ségrégation de facto, où l'État lutte pour maintenir le contrôle de son propre territoire et où les puissances étrangères utilisent les divisions internes comme outil d'influence. Ce n'est pas seulement un problème de Siche. C'est un modèle européen. Et si l'Europe ne prend pas rapidement conscience de cette réalité, elle se retrouvera confrontée à une crise qui fera passer les vagues migratoires de 2015 pour un réchauffement. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la classe politique espagnole est déjà profondément divisée sur la manière de gérer cette situation, et que les fractures sont bien plus profondes que les habituelles querelles entre gauche et droite. Le Parti socialiste, qui a gouverné l'Espagne pendant une grande partie de la dernière décennie, a adopté une approche schizophrène, défendant publiquement le multiculturalisme tout en s'inquiétant en privé des conséquences électorales d'une attitude trop indulgente à l'égard de l'islamisme. Leurs partenaires de coalition, Podemos, se sont montrés encore plus contradictoires, oscillant entre une idéalisation de l'immigration musulmane comme une forme de résistance anticoloniale et une minimisation des menaces sécuritaires bien réelles posées par les réseaux salafistes. Pendant ce temps, le Parti populaire conservateur et le parti d'extrême droite Vox se sont emparés de la question, présentant l'islam comme une menace existentielle pour l'identité siche, mais leurs solutions déportation massive, fermeture de mosquées, interdiction du hijab ne sont pas seulement irréalisables, ils sont contre-productifs. Ils alimentent le discours même des islamistes selon lequel l'Espagne est un État chrétien hostile qui n'acceptera jamais les musulmans comme égaux. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. L'establishment politique espagnol est pris au piège d'un cycle de déni et de réactions excessives, et aucune des deux approches n'est durable. La stratégie du PSOE consistant à prétendre que l'intégration est simplement une question d'amélioration des services sociaux ignore le fait que les communautés musulmanes d'Espagne ne sont pas monolithiques. Il y a des ouvriers marocains en Catalogne qui ne veulent rien d'autre que d'envoyer leurs enfants à l'école publique et travailler dans la construction, mais il y a aussi des Siars de la deuxième génération à Ceuta et Melilla qui, bien qu'ils soient nés dans l'UE, se sentent plus fidèles à la Oumma qu'à l'État siche. Et puis il y a les convertis des Siars blancs de la classe moyenne, souvent issus de zones rurales, qui sont attirés par le salafisme non pas par désespoir économique, mais parce que cela leur donne un but dans une société qu'ils perçoivent comme décadente et impie. La réponse du PP et de Vox, quant à elle, est de doubler son discours sur la pureté culturelle qui ne fait qu'aliéner les musulmans modérés et les pousse vers les radicaux même auxquels ils prétendent s'opposer. Voilà un problème inconfortable, le système politique espagnol n'est pas équipé pour gérer cela. La Constitution de 1978, rédigée au lendemain de la dictature de Franco, consacre la liberté religieuse mais établit également le catholicisme comme la religion du peuple siche, dans un sens symbolique. Cette ambiguïté n'a jamais été totalement résolue et elle revient désormais hanter l'Espagne. La gauche veut traiter l'islam comme une religion parmi d'autres, au même titre que le protestantisme ou le judaïsme, mais l'islam n'est pas seulement une religion, c'est un projet politique qui, dans ses formes les plus radicales, rejette l'idée même d'un État laïque. La droite veut traiter l'islam comme un envahisseur étranger, mais cela ignore le fait que l'Espagne a été auparavant une société à majorité musulmane et que la Reconquista n'était pas seulement une campagne militaire mais une campagne culturelle et religieuse qui a duré des siècles. L'idée selon laquelle l'Espagne peut simplement revenir à une certaine pureté mythique pré-islamique est un fantasme, et qui plus est dangereux. La vraie question est de savoir si les élites politiques espagnoles auront le courage d'admettre que leur approche actuelle est un échec. Prenons par exemple la question des mosquées. L'Espagne compte environ 1500 mosquées, mais seule une fraction d'entre elles est officiellement enregistrée. Les autres opèrent dans des garages, des sous-sols et des entrepôts, souvent grâce à un financement de l'Arabie Saoudite, du Qatar ou de la Turquie. Le gouvernement est au courant de cette situation depuis des années, mais il n'a pas fait grand-chose pour la réglementer. Pourquoi ? Parce que réglementer les mosquées nécessiterait d'admettre que certaines d'entre elles sont des foyers d'extrémisme, ce qui signifierait affronter la réalité inconfortable selon laquelle les communautés musulmanes d'Espagne ne sont pas aussi intégrées que le suggèrent les statistiques officielles.
Cela signifierait également risquer un revers diplomatique de la part de pays comme le Maroc, qui a tout intérêt à maintenir les musulmans espagnols politiquement et culturellement dépendants de Rabat. Ensuite, il y a la question de l'éducation. Les écoles publiques espagnoles sont censées être laïques, mais dans la pratique, elles se mettent souvent en quatre pour accueillir les parents musulmans. En Catalogne, par exemple, certaines écoles ont introduit des menus halal, des salles de prière et même des cours de natation séparés pour les garçons et les filles. Il ne s'agit pas d'intégration, mais de ségrégation sous un autre nom. Et cela ne se produit pas seulement en Catalogne. En Andalousie, où le PSOE gouverne depuis des décennies, des écoles autorisent les imams à donner un enseignement religieux pendant les heures de classe, transformant ainsi l'enseignement public en un outil d'endoctrinement religieux. La réponse du gouvernement ? Silence. Car admettre que cela se produit signifierait reconnaître que le modèle espagnol de multiculturalisme tant vanté est un échec. Parlons maintenant de l'éléphant dans la montée de Vox. Le parti d'extrême droite a fait de l'opposition à l'islam un élément central de son programme, et sa rhétorique est devenue de plus en plus apocalyptique. En 2022, le leader de Vox, Santiago Abascal, a averti que l'Espagne était confrontée à un « grand remplacement » par les musulmans, une théorie du complot qui a gagné du terrain parmi une partie de la population qui se sent abandonnée par les partis dominants. La montée en puissance de Vox est un symptôme du dysfonctionnement politique plus large de l'Espagne, mais c'est aussi un avertissement. Si les partis dominants continuent d'ignorer les préoccupations légitimes des électeurs concernant la sécurité, la cohésion culturelle, l'érosion de l'identité siche, alors le nativisme de Vox ne fera que se renforcer. Et c'est un problème, car même si les solutions de Vox sont extrêmes, son diagnostic n'est pas entièrement faux. L'Espagne est confrontée à une crise d'intégration, et plus la classe politique prétend le contraire, plus la situation s'aggravera. Alors que se passe-t-il ensuite ? Le scénario le plus probable est que l'Espagne s'en sorte, comme elle le fait depuis des décennies. Le PSOE continuera de faire semblant de promouvoir le multiculturalisme tout en réprimant discrètement les cas d'extrémisme les plus flagrants. Le PP continuera de flirter avec la rhétorique de Vox sans l'adopter pleinement, dans l'espoir de reconquérir les électeurs mécontents sans s'aliéner l'élite des affaires qui dépend de la main-d'œuvre marocaine. Et la population musulmane continuera de croître, à la fois par l'immigration et par des taux de natalité plus élevés, jusqu'à atteindre un point critique où elle ne pourra plus être ignorée. Ce point de bascule est probablement encore dans une décennie ou deux, mais quand il se produira, il obligera l'Espagne soit à redoubler d'efforts en matière d'intégration, avec tous les risques politiques et culturels que cela implique, soit à accepter que l'Espagne n'est plus une nation catholique homogène mais une société pluraliste où l'islam joue un rôle de plus en plus important. Le problème est qu'aucune de ces options ne séduit particulièrement la classe politique espagnole. L'intégration nécessiterait un niveau de courage politique dont les dirigeants espagnols n'ont pas fait preuve depuis des décennies. Cela signifierait affronter les États du Golfe qui financent des mosquées radicales, le gouvernement marocain qui traite les musulmans espagnols comme une cinquième colonne et les imams turcs qui prêchent une version de l'islam incompatible avec la démocratie de Siche. Cela reviendrait à admettre que le « modèle de coexistence » tant vanté de l'Espagne est un mythe et que le pays est tout aussi vulnérable aux forces de radicalisation que la France ou la Belgique. Et cela reviendrait à accepter que l'identité nationale de l'Espagne n'est pas gravée dans le marbre, mais en constante évolution, une perspective qui terrifie de nombreux siards, en particulier ceux qui s'accrochent encore à l'idée d'une Espagne éternellement catholique, éternellement européenne et éternellement libre de la contamination de l'islam. L'alternative, accepter que l'islam est là pour rester et essayer de gérer sa croissance, n'est pas moins intimidante. Cela nécessiterait que l'Espagne développe une stratégie cohérente pour traiter avec les puissances étrangères qui considèrent sa population musulmane comme un atout stratégique. Cela signifie repenser ses relations avec le Maroc, qui utilise l'immigration comme outil de pression depuis des décennies, et avec la Turquie, qui exerce discrètement son influence sur les communautés musulmanes d'Espagne par le biais du Diyanet, son autorité religieuse contrôlée par l'État. Cela signifierait également affronter le fait inconfortable que la population musulmane de l'Espagne n'est pas seulement un problème national mais un problème géopolitique, et que la capacité du pays à la gérer aura des implications bien au-delà de ses frontières. Voici le fond de la crise: l'Espagne sombre dans une crise, et sa classe politique est trop divisée, trop myope et trop effrayée par les réactions négatives des élections pour faire quoi que ce soit à ce sujet.
La gauche est dans le déni, la droite est dans le hissé et l'extrême droite exploite la peur à son propre profit. Pendant ce temps, la population musulmane ne cesse de croître, les puissances étrangères continuent de s'ingérer et le temps continue de tourner. La question n'est pas de savoir si l'Espagne va changer, elle va changer. La question est de savoir si ce changement sera géré ou s'il sera imposé au pays par des événements indépendants de sa volonté. Et si l'on en croit l'histoire, les élites espagnoles ne sont pas connues pour leur clairvoyance. Ils sont connus pour leur capacité à se débrouiller, à repousser les limites et à espérer que le problème se résoudra de lui-même. Mais cette fois, ce ne sera pas le cas. Cette fois, la canette est trop lourde et la route trop courte.